Beste kijkers en luisteraars, we zijn aan ons derde seizoen. Ik heb ook een verrassing voor jullie. We gaan deze keer een nieuwe gast verwelkomen. Het is een dame. Zij is schilder en ze zal ons alles vertellen over wat de traditie over het schilderen te vertellen heeft. Het is nu wel zo, de dame spreekt Frans, dus met behulp van transcriptie en artificiële intelligentie zullen we erin slagen om hiervan een Nederlandstalige video van te maken, maar het interview zal wel in het Frans gebeuren. Daar gaan we. Bonjour Hélène. Bonjour Sylvestre. Alors Hélène, tu es juriste de formation, tu as été avocate pendant 7 ans, je pense. Oui. Ensuite, tu as été professeur de français, professeur d'art, de latin vivant, je précise. Tu es aussi maman de 3 enfants, 3 filles. Et aujourd'hui, tu te consacres principalement à la traduction de traités alchimiques du latin au français et à la peinture que tu pratiques toi-même et que tu enseignes. Exact. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle peinture, mais d'une peinture bien spécifique. Notamment, j'ai noté ici la peinture à l'huile selon la technique dite des frères Van Eyck. C'est exact? Oui, c'est exact. Bon. Alors, je t'ai invité parce que je me disais que c'était une opportunité de parler du phénomène de l'inspiration. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, mais avant d'aborder cette question, pour que nos éditeurs et spectateurs comprennent bien, est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de cette technique des frères Van Eyck? Qu'est-ce que ça veut dire? La technique des frères Van Eyck, c'est une technique très particulière qui consiste en transparence de couches et qui permet une palette opacité-transparence infinie. Mais plus que des recettes, parce qu'évidemment il faut connaître quelques recettes pour fabriquer son médium, son support, son enduit, etc. C'est surtout un procédé qui s'enseigne, évidemment. Ok, quand tu dis procédé, pour être certain de comprendre, ça veut dire que ce n'est pas juste une technique, mais que ça concerne tous les éléments, la création ou la préparation le choix du support, la préparation du support, les pigments, l'application, et le traitement après, etc. etc. Exactement, les médiums pour pouvoir faire des glacis, etc. Donc il s'agit d'un procédé, c'est une manière de faire. C'est une manière pas de faire. Seulement de recettes. Ok, et raconte-nous pourquoi est-ce qu'elle est si spécifique, cette technique ou ce procédé? Eh bien, il faut savoir que c'est au milieu du XVe siècle que les frères Van Eyck, enfin en tout cas on attribue la paternité de cette technique aux frères Van Eyck. C'était des gens très scientifiques, très savants, qui avaient un laboratoire et ils sont parvenus à mettre au point un procédé de peinture à l'huile résinée qui est tout à fait particulier et qui permet cette fameuse palette opacité-transparence. On a l'impression que la lumière vient de l'intérieur du tableau. Ça permet une profondeur assez incroyable et par couches successives de montée de la peinture en blanc sur un glacis transparent coloré, on obtient une transparence incroyable, une opalescence chaude si on a travaillé sur fond clair, froide si on a travaillé sur fond foncé. Mais ces gens maîtrisaient les lois physiques de la lumière, ils maîtrisaient parfaitement la chimie de leurs pigments, ils ne faisaient rien au hasard, c'est réellement une science. Ok. Là, tu as utilisé beaucoup de mots qu'un un profane comme moi, et je suis sûr comme d'autres, pourrait ne pas comprendre. Alors, on va un peu décortiquer, si tu es d'accord. D'abord, tu as dit c'est une peinture oléo-résineuse. Oui. Donc, à l'huile et à la résine, alors? Exactement, mais je crois que c'est justement ça leur grande invention. Ils possédaient un laboratoire, comme je l'ai dit, et je pense que ils sont parvenus, ils ont réalisé comment diluer cette résine, parce que la résine, ça se présente sous forme de cailloux. Moi, j'utilise personnellement de la résine de dammar, qui vient d'un pin méditerranéen qui s'appelle le damaresque,
Et cette résine se présente vraiment sous forme de cailloux. Ils sont parvenus à la dissoudre avec de l'essence. L'essence s'évaporera par la suite. Et cette résine, c'est vraiment une matière assez incroyable parce qu'elle fossilise avec les siècles. Elle met des siècles à sécher réellement. Et elle permettra non seulement de protéger les pigments les uns des autres, parce que les pigments entre eux s'entretuent, elle permettra de les isoler, elle permettra d'empêcher l'huile de retomber en poussière et de craqueler et de noircir, et inversement, l'huile va empêcher la résine de redevenir caillou. Donc c'est une espèce de mélange savant entre l'essence, la résine et l'huile qui va permettre un bel équilibre et qui va donner une matière qui vieillit bien avec les siècles. Et d'ailleurs, on peut voir sur les tableaux, par exemple, des frères Van Eyck ou d'un Jérôme Bosch ou d'un Patinir, que leurs tableaux vieillissent très très bien. 5 siècles plus tard, il faut à peine les restaurer. Oui, je comprends bien que c'est donc plus une science qu'un art, ou en tout cas, comme tu disais, ce sont des gens qui sont obligés d'expérimenter avec toutes ces matières pour savoir quel est l'effet final que ça va donner, pour ainsi dire. Enfin, plus une science qu'un art, c'est à supposer qu'on puisse séparer ces deux disciplines. Or, peut-être que l'art suppose une science. Oui, c'est ça, effectivement. Tu as aussi parlé de transparence de couches, des couches successives. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. Peut-être avec un exemple? Oui. En fait, si on comprend que les pigments entre eux s'entretuent, c'est vrai, si on mélangeait toutes sortes de pigments entre eux, on obtient une couleur qui n'est plus une couleur, on obtient quelque chose de brunâtre qui est mort. Prenons l'exemple d'un violet. Si je veux obtenir un violet qui vibre, eh bien, sur mon support, qui sera peut-être clair si je veux obtenir une opalescence chaude, mais c'est encore un concept que je devrais expliquer, mais imaginons que j'ai un support clair, qui permet un séchage en partie par absorption. Et sur ce support, je fais un glacis, c'est-à-dire une couche transparente colorée rouge. Une couche transparente colorée qui contient cette fameuse résine et de l'huile et de l'essence et du pigment. Je me retrouve avec un support rougi, je le laisse sécher. Par la suite, je fais un glacis, donc une couche transparente colorée bleue. J'obtiendrai un violet qui vibre. Pourquoi? Parce que le rayon lumineux va passer d'abord à travers la couche du bleu, puis ensuite va traverser cette couche, va traverser la couche rouge, va se heurter contre le panneau blanc et revenir par réflexion lumineuse. J'aurai donc un violet qui vibre. Si maintenant je faisais l'inverse, je commence par un glacis bleu sur lequel, une fois qu'il est sec, je fais un glacis rouge, j'aurai aussi un violet qui vibre, mais d'une tonalité différente. Ok. Donc, si je comprends bien, l'important peut-être pour les spectateurs et auditeurs de comprendre, c'est que ce que l'œil capte, en fait, c'est le ricochet de la lumière qui vient frapper ce tableau et qui réfléchit vers mon œil, et mon œil capte cette lumière. Exactement. Et en fait, ce par quoi cette lumière passe va déterminer ce que je vais percevoir. Exactement. Et c'est une technique en pelure d'oignon, et donc par transparence de couches colorées. Et donc c'est comme un château de cartes transparentes colorées, et la couleur finale que l'on aperçoit dépend de toutes les couches qui précèdent. Ah oui. Et donc c'est une véritable science, parce que pour pouvoir anticiper quelle tonalité on a à la fin, il faut avoir beaucoup d'expérience. Ok, je comprends bien, et ça montre bien aussi que c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas juste décider, je veux faire un violet spletch, je mets mon violet sur le panneau. D'ailleurs, pourquoi des panneaux plutôt que des toiles? Oui, là aussi, les anciens utilisaient des panneaux sur bois, mais ce n'est pas par hasard. Parce qu'en fait, non seulement le bois résiste mieux aux chocs de température, mais surtout, il permet de recevoir un enduit qui est fait d'une matière de plafonnage, en l'occurrence j'utilise du blanc de meudon, d'un pigment, d'huile, d'eau et de colle.
Et cet enduit, si on parvient à faire un enduit qui est demi-gras, va permettre un séchage par absorption. Et ça, c'est capital, parce que les particules des pigments, si elles sèchent par évaporation, vont se dresser. Et donc, je ne verrai qu'une petite partie des particules pigmentées. Tandis que si j'obtiens un séchage par absorption, elles vont se coucher et je verrai, le ton sera sublimé. Oui. Donc ça montre à nouveau combien toute cette science permet l'effet que nous regardons avec un œil d'esthète, admettons, mais en réalité, il y a vraiment un savoir incroyable. Et non seulement ce séchage par absorption est important, mais si j'utilise une toile, par exemple, je serai obligée de mettre plus d'huile dans mon enduit. Et mon enduit, donc, c'est la fameuse couche de plafonnage qu'il y a avant de faire son tableau, avant de peindre. Si j'utilise une toile, je vais être obligée de mettre plus d'huile pour que cet enduit soit plus souple. Mais du coup, il sera beaucoup plus imperméable. Et je n'obtiendrai pas ce fameux séchage par absorption, comme je peux l'obtenir sur du bois. Donc tout ça, rien n'était fait au hasard, c'était réellement un métier que je ne prétends pas maîtriser, mais ce qui est certain, c'est que les anciens maîtrisaient parfaitement tout ça et c'était réellement des scientifiques. Avant d'être des gens qui avaient de l'inspiration et qui avaient de l'imagination, c'était avant tout des scientifiques. C'est ça. Et que quand tu dis les anciens, tu fais référence aux frères Van Eyck, mais y a-t-il d'autres noms auxquels on peut penser ? C'est toute l'école des peintres dits flamands, Jérôme Bosch, Patinir, Bruegel, c'est ça. Beaucoup sont restés anonymes. Tout notre patrimoine belge ou hollandais. Mais alors, cette technique, elle est enseignée, elle n'est plus enseignée, elle est perdue. Elle a été réellement perdue par oubli. Parce qu'en fait, pendant le Moyen-Âge, il faut se souvenir que les peintres travaillaient en corporation. Donc il y avait des ateliers dans lesquels les secrets de chaque atelier se transmettaient de maître à disciple oralement. C'était pas nécessaire de mettre tout ça par écrit, puisqu'on recevait un apprenti qui passait ses jeunes années à préparer les fonds, à broyer les pigments, puis petit à petit pouvait mettre la main à la pâte et commencer à peindre, etc. Et donc tout un savoir se transmettait. Et puis au XVIIe siècle, l'Académie royale des beaux-arts a voulu codifier les choses. Et ces ateliers, petit à petit, se sont fermés, et enfouissant avec eux leurs secrets. Et petit à petit, on a mis l'accent sur la théorie et on a basculé, on a mis de côté tout l'aspect artisanal du métier et on est passé à l'Académie des Beaux-Arts, qui n'était plus l'Académie royale, et on a basculé vers un art conceptuel en méprisant vraiment l'aspect artisanal, l'aspect technique du métier de la peinture. Et donc ça s'est perdu. Mais en tout cas, ça s'est perdu dans les institutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des chercheurs qui ont continué. Enfin, ça s'est réellement perdu. Mais on peut voir que beaucoup de peintres, par exemple chez les impressionnistes, quand on lit leur correspondance, ils étaient très à la recherche. Ils n'avaient pas de réponse à leurs questions picturales, techniques. Et un peintre comme Anquetin, Louis Anquetin, qui est mort en 1932, qui a bien connu les impressionnistes et qui a fait partie d'ailleurs d'un atelier d'impressionnistes, a consacré 30 ans de sa vie à rechercher le procédé de la technique des frères Van Eyck. Il a donné naissance à des disciples comme Jacques Marogé, qui est allé aux États-Unis et qui a pu reconstituer les médiums, etc. Mais encore une fois, ils ont pu reconstituer des recettes, mais pas le procédé. Moi, il se fait que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route un peintre, Jean-Pierre Poitvin, qui a revivifié cette technique. Il n'est pas le seul, sûrement, en Europe, mais et la technique que je pratique est celle des frères Van Eyck, mais encore une fois, peut-être qu'ils utilisaient une autre résine, une autre essence, etc. Mais grosso modo, le principe est le même. D'accord. Voilà. Mais donc, si je comprends bien, toi, tu as hérité, en tout cas, de quelque chose qui semble être la technique des frères Van Eyck. Oui. Et tu l'enseignes. Et je l'enseigne. Ok, donc il y a une nouvelle transmission qui est en route.
Ah oui, et d'ailleurs, je sens que les esprits changent. J'ai le sentiment qu'elle pourrait bien faire son chemin, cette technique, et pourquoi pas peut-être revenir dans les institutions dans les années qui viennent. Ça ne serait pas impossible. Mais on va l'espérer. La seule chose qu'il faut espérer aussi, c'est que les gens n'interprètent pas ça comme une volonté de revenir en arrière, d'être passéiste, etc. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. En effet, c'est pas parce qu'on s'intéresse à cette technique qu'on n'est pas séiste. Je crois qu'il faut pouvoir se l'approprier pour faire ce qu'on a à dire et à faire maintenant. Il ne s'agit pas de peindre ce que les frères Van Eyck peignaient, mais de comprendre comment ça fonctionnait et de pouvoir se l'approprier. C'est évidemment pour moi tout l'enjeu. Ça n'a pas de sens de vouloir peindre ce qu'il faisait. Oui, je comprends. Pour moi. Mais justement, en fait, je pense qu'il va falloir qu'on se revoie pour parler du contenu et de l'inspiration justement dans ce procédé. Mais chère Hélène, on a l'habitude ici, lors de ces interviews, de terminer en tirant un verset dans le message retrouvé. Alors je t'invite à prendre le piqueur et à tirer un verset, et puis on va voir ce que son auteur aura à nous dire. Très bien. Bon, bah alors je tire. Alors c'est le livre 26, verset 21. Oui. Je le lis en français? Oui, en français, oui. Les églises chargent les croyants jusqu'à l'absurde et finissent par décourager les meilleurs et par éliminer les vivants à force de réglementations mortes et d'exigences imbéciles. Les prophètes déchargent les croyants et libèrent les vivants dans la grâce et dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils sont haïs par les morts, installés dans la lettre morte. Oui, ça c'est intéressant, hein, parce qu'on a quand même l'impression que il s'agit ici de ne pas trop s'attacher à la lettre qui est morte, mais plutôt à l'esprit qui lui est vivant. Et j'ai assez fort l'impression que ça fait référence à ce que tu racontes, c'est cette technique ou ce procédé, il faut le revivifier à intervalles réguliers pour qu'il ne se perde pas. Il faut en faire vraiment quelque chose qui ne soit pas enterré et qui ne soit pas quelque chose de mort, des règles qui vont pousser les gens à ne pas chercher plus loin, quoi. C'est vrai que s'il fallait faire le lien avec tout ce qu'on vient de dire, on peut se dire que les institutions sont parfois les gardiennes d'un trésor qu'elles ne connaissent plus. Oui, qu'à force de garder, en fait, il y a un paradoxe. À la fois, on garde un secret, mais on ne sait plus que c'est un secret. C'est parfois au risque de devenir un cerbère. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui. Allez, magnifique. Bon, ben Hélène, merci beaucoup. Avec plaisir. Beste kijkers, dank u wel. Dit was het dan. We gaan waarschijnlijk Hélène nog volgende keer interviewen. Ik nodig jullie uit om binnen 15 dagen terug te komen. Vergeet niet op dehervondeboodschap.net te gaan surfen, want daar vind je heel wat interessante informatie. Ook de teksten van de verschillende interviews vind je daar terug. Een aantal nieuwe artikels ook. Op Beuja Edition vind je de hervonden boodschappen die je kan kopen als je dat wenst. En voor de rest liken, delen en commentaren opschrijven. Dank u wel. C'est bon ?